Donc, nous accueillons la doctoresse Morgane Cannon, enseignant-chercheur en médecine interne à l'école vétérinaire de Maisons-Alfort. Bienvenue. Merci. Et je vous laisse prendre la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Je vous remercie toute l'équipe organisatrice, le LOUF, pour cette invitation qu'on accepte sans même savoir l'heure, le jour, ni l'organisation, pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur et qui, à mon avis, est quotidien pour vous. Et je suis aussi ravie de vous accueillir sur notre école. Ça fait découvrir ce bel endroit, donc je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Donc, actualité sur la péritonite infectieuse féline, on pourrait y passer une journée, une semaine, quasiment un mois à discuter de ce sujet-là. Et on m'a dit 20 minutes, donc il va falloir que je sois directe. Et j'ai évidemment ciblé certaines choses. J'aimerais bien revenir en introduction sur cette thèse vétérinaire pour laquelle j'étais examinatrice et la présidente de jury, le docteur Le Poder, qui est une thèse, si vous avez la possibilité de la télécharger en ligne, très intéressante pour vous, éleveurs, qui a essayé de faire le point sur la circulation du coronavirus entérique et le coronavirus responsable de la PIF au sein, on va dire, d'une liste non exhaustive, évidemment, d'élevages félins sur la France. Et à peu près un tiers des élevages sondés disaient vraiment que c'était quotidien pour eux, cette préoccupation autour du coronavirus entérique. Donc c'est évidemment un sujet qui parle à tout le monde. Donc ça reste une maladie prévalente, la péritonite infectieuse féline. Vous savez qu'il y a des difficultés diagnostiques et on n'a pas le temps aujourd'hui d'aller dans le détail de ces difficultés diagnostiques, même si je vous donnerai quelques outils si vous avez la curiosité de les lire. Aujourd'hui, on sait que le diagnostic définitif, il est compliqué, donc on se base essentiellement sur une combinaison d'examens, un faisceau de présomption le plus lourd possible. Et vous avez certainement entendu parler de l'AGP. L'AGP, c'est la glycoprotéine acide alpha 1. C'est une protéine de l'inflammation très spécifique du chat qui a été beaucoup étudiée et qui est aujourd'hui disponible dans 2 laboratoires français privés et qui a beaucoup étudié dans le cadre de la PIF, et je vous présenterai un peu ces résultats-là. Le traitement, vous le savez, il est accessible, légal maintenant depuis l'été dernier. On verra un peu pratiquement comment ça se passe et surtout le suivi à proposer à ces chats sous traitement. Et puis l'actualité, c'est aussi 2023 et l'épizootie dans l'île de Chypre avec un virus tout particulier. Donc voilà un tout petit peu le plan de ces actualités d'aujourd'hui. Faire le point par rapport à ce diagnostic et ce nouveau biomarqueur de l'inflammation. Un petit bout sur le traitement et sur la praticité de cette préparation magistrale aujourd'hui disponible et comment organiser un suivi d'un animal qui est sous traitement, et un petit mot sur ce variant chypriote. Donc juste pour faire 2-3 petits rappels généraux, je dirais, sur un petit peu comment ça se passe d'un point de vue prévalence et développement de la péritonite infectieuse féline. En situation de collectivité, lorsqu'on prend une population de chats, on va dire, exposés au coronavirus entérique félin, finalement, il y a plusieurs scénarios qui vont se passer. Sachez qu'un chaton qui est né d'une maman qui porte le coronavirus entérique félin et qui a elle-même des anticorps, ces anticorps maternels vont évidemment être transmis à ce chaton et persister jusqu'à 4-6 semaines environ. Alors on ne sait pas trop s'ils sont très protecteurs ou pas, mais ça peut jouer en tout cas si on fait des examens pour doser ces anticorps-là trop tôt dans la vie de l'individu. Donc plusieurs scénarios. La première, c'est un chat qui rencontre du coronavirus entérique, il va être résistant, c'est-à-dire que le coronavirus entérique ne va pas transiter réellement dans son tube digestif pour proliférer, il n'y aura pas d'excrétion fécale par la suite. Sauf que le reste de ces animaux-là vont être infectés et vont excréter le virus de manière transitoire pour 70% et de manière persistante et même à des grosses charges virales. Et c'est eux qui nous ennuient parce que ce sont des adultes réservoirs, parfois même des jeunes individus. Quand je dis adultes, ce n'est pas forcément adultes âgés, ça peut être des animaux même moins d'1 an qui peuvent être très fortement excréteurs et qui vont entretenir régulièrement une présence de coronavirus dans l'élevage. En général, c'est une charge qui est importante, c'est-à-dire que ceux qui sont excréteurs de manière assez prolongée, persistante, ce sont des charges virales très importantes qu'on va retrouver dans les selles. Et puis, finalement, on considère que 1 à 14%, c'est très large, on est plutôt aux alentours de 7%, mais globalement de 1 à 15% des cas, des chats exposés au coronavirus entérique félin développeront à un moment donné la péritonite infectieuse féline. Vous savez que pour pouvoir développer une péritonite infectieuse féline, il faut que ce virus, ce coronavirus entérique, il mute. Il y a différentes mutations et ces différentes mutations vont apporter au virus cette capacité d'infecter les macrophages. Le macrophage, c'est une cellule inflammatoire et
ça fait un peu cheval de Troie, ça va ensuite diffuser dans le reste de l'organisme. C'est une condition nécessaire, mais c'est évidemment pas suffisant. C'est-à-dire qu'on peut retrouver des virus mutés chez des chats excréteurs, donc dans les selles. On peut en retrouver également dans des tissus. Donc le fait d'avoir un virus muté, c'est pas suffisant pour développer une péritonite infectieuse féline. C'est une maladie qui est vraiment une balance entre l'hôte, sa capacité à lutter vis-à-vis de ce virus muté, et donc toute l'implication du système immunitaire. Ça, c'est un virus, un coronavirus entérique félin. Ça pourrait être le même, finalement, d'un point de vue extérieur du virus responsable de la PIF. Aujourd'hui, même si on va essayer éventuellement de rechercher des mutations, ça ne suffit pas, finalement, de pouvoir identifier des mutations, puisque je vous ai dit que la péritonite infectieuse féline, c'est le résultat d'un déséquilibre entre ce virus muté et le système immunitaire de l'hôte. Donc ça reste finalement un défi diagnostique, et aujourd'hui, dans la littérature, on sait que le diagnostic définitif, c'est-à-dire le gold standard, la façon où vraiment je peux confirmer la péritonite infectieuse féline sans aucun nul doute, c'est un test qui n'est pas disponible en routine. C'est de mettre en évidence l'antigène dans ces fameux macrophages. Je vous ai dit, la mutation, ça permet à ce virus de rentrer dans les macrophages. Et donc, si j'ai un examen qui me permet d'identifier ces antigènes de coronavirus dans le macrophage, globalement, c'est ce qu'on va appeler un gold standard, donc un diagnostic de certitude que le chat a effectivement une péritonite infectieuse féline. Alors, pour faire ça, de quoi j'ai besoin? J'ai besoin de faire des biopsies. Est-ce qu'on fait des biopsies sur des chats qui ont des péritonites infectieuses félines? Pas vraiment, parce que ce sont des chats qui sont débilités, qui supportent évidemment pas une anesthésie générale, des examens un peu invasifs. Donc cet examen-là, de toute façon, il n'est pas vraiment disponible en routine, donc on n'y a pas forcément accès. Et donc l'examen complémentaire parfait, qui est un peu l'immunohistochimie, c'est-à-dire l'identification de ces antigènes dans les macrophages, finalement, qu'est-ce qui serait l'examen parfait? Ce serait un examen qui serait déjà accessible, ce n'est pas le cas du gold standard dont je viens de vous parler, qui ne serait pas trop coûteux parce que le traitement il est coûteux. Donc si je peux réserver l'argent pour le traitement de ce chat, ce serait idéal. Qui ait peu de faux négatifs, parce que c'est une maladie, si jamais c'est là, j'ai un traitement qui est spécifique. Donc je veux être certain de mon diagnostic, donc peu de faux positifs, mais surtout je ne veux pas passer à côté d'une maladie qui, s'il n'y a pas de traitement, évidemment condamne l'animal. Vous l'aurez compris, cet examen complémentaire, il n'existe pas. Et donc, c'est bien cette combinaison d'examens dont il va falloir user au détour du diagnostic. La forme humide, c'est cette forme où vous avez des épanchements, donc du liquide libre dans des cavités. C'est la cavité abdominale le plus souvent, parfois c'est la cavité pleurale, moins souvent, et parfois de manière beaucoup plus rare, la cavité qui se retrouve autour du cœur, qu'on appelle la cavité péricardique. C'est la forme la plus simple pour nous, vétérinaires, à diagnostiquer, parce qu'il suffit de prélever le liquide, on envoie ça pour un examen des cellules, on envoie ça pour un examen de PCR sur ce liquide, et l'affaire est jouée en général, puisque vous voyez la sensibilité, c'est-à-dire la capacité à donner un résultat positif sur un chat malade lorsque je fais une PCR. 85%, c'est quand même plutôt bien, je ne passe pas forcément à côté de beaucoup de chats. Et la spécificité, c'est-à-dire que j'accorde de la confiance à un résultat positif, 100%, donc l'affaire, elle est plutôt simple. Là où c'est compliqué, c'est les formes sèches, c'est là où je n'ai pas d'épanchement. Et nous, c'est un petit peu compliqué pour nous. Parce que le tableau, il peut être très varié, parfois fruste, parfois chronique, parfois complètement non spécifique. Un chat qui ne mange pas et qui est un tout petit peu fiévreux et puis ça perd du poids, avec des localisations digestives, oculaires, parfois respiratoires, parfois nerveuses, parfois rénales, qui nous compliquent un peu la vie parce qu'aller prélever ces endroits-là, ces organes-là, c'est plus compliqué pour nous. Et parfois, l'échantillon, il n'est pas vraiment accessible. C'est-à-dire qu'un chat qui fait une forme neurologique, on sait bien qu'il faudrait idéalement prélever du liquide cérébrospinal. Et ça, même un vétérinaire un peu expérimenté, c'est quand même de l'ordre du prélèvement spécifique, on va dire plutôt dévolu à un spécialiste en neurologie. Et puis, les résultats sérologiques, aller rechercher des anticorps, vous savez que si jamais j'ai un chat qui est infecté par du coronavirus entérique, il sera séropositif, donc je ne vais pas forcément avoir un examen qui est très discriminant, même si 90% des chats qui ont une péritonite infectieuse féline sont séropositifs. Et puis, la PCR, je vous en ai parlé, c'est effectivement ce qu'on a de plus spécifique aujourd'hui. Maintenant, parfois, on a des résultats faux négatifs et on est un petit peu ennuyé. Donc, je vous laisserai reprendre ce diagramme. Souvent, voilà le faisceau de présomption, c'est-à-dire qu'on se base souvent sur une anamnèse, sur un signalement. Quel est l'âge du chat, quelle est la race du chat, la présentation clinique, et puis ces examens d'orientation, c'est-à-dire des bilans sanguins, on va dire,
tout simple, hein, un examen biochimique, l'hémogramme pour aller regarder s'il y a une anémie, une lymphopénie, des petites choses comme ça. De tout ça est étayée une suspicion plus ou moins forte du clinicien ou même de vous. Et en fait, l'enjeu, c'est d'aller rechercher des épanchements. Parce que si j'ai un épanchement, je vous ai dit, l'affaire, elle est très simple ensuite. C'est très facile de conclure. Donc, je vais essayer de rechercher ces épanchements par des examens d'imagerie, une radiographie thoracique, une échographie abdominale. Et si j'en ai, je vais faire le tout pour essayer de le prélever. Je vais quand même essayer de faire un examen oculaire et neurologique parce que si c'est le cas, je saurai que peut-être qu'il faut aller prélever dans ces endroits-là. C'est important de toujours se reposer sur cette faisceau d'examens qui sont essentiellement l'examen des cellules, l'examen cytologique, également les titres sérologiques, même si on l'a dit, hein, ce n'est pas très spécifique, et puis de faire une PCR sur un prélèvement le plus adéquat, le plus adapté possible. Donc soit c'est un épanchement, c'est super, soit alors il va falloir peut-être user un petit peu. Ça peut être sur des prélèvements de ganglions, ça peut être sur des prélèvements éventuellement d'organes, ça peut être du rein, ça peut être du poumon, ça peut être du tube digestif quand on a des granulomes sur le tube digestif. Et parfois, quand on n'a vraiment pas le choix, on peut éventuellement réfléchir à une RT-PCR sur le sang. De deux choses l'une, soit effectivement on a quelques points qui nous apportent avec une RT-PCR qui est positive et on peut dire que la spécificité dans une situation très suspicieuse nous permettra de conclure, soit on a une RT-PCR malheureusement qui est négative. Si votre suspicion elle est sur 10 sur 10, que ce chat-là il a la pif, en fait c'est votre suspicion qui le remporte et qui vous motive à devoir faire des examens supplémentaires, c'est-à-dire refaire une RT-PCR sur un autre prélèvement, parce que peut-être qu'il y avait des inhibiteurs, des choses qui ont fait que cette RT-PCR, elle était faussement négative. Et donc, si jamais c'est positif, évidemment que vous êtes assez confiant pour conclure à une PIF. Je vous laisserai, si vous le voulez, scanner ce QR code qui vous amène sur le site de l'ABCD, donc l'équipe, le board européen des maladies du chat. C'est très bien fait. Ce que je vous ai montré là, c'est un diagramme simplifié. Eux, c'est des diagrammes sur 4 pages qui vous expliquent un petit peu quelle est la démarche de tout ça. Donc finalement, si je reviens sur ma forme sèche, je vous avais promis de parler de ce biomarqueur de l'inflammation qui est très actuel pour nous puisque deux laboratoires le proposent depuis 1 an. Je le remets, c'est ça ? Très bien, je me débrouillerai pour vous le reproposer. Sinon, vous tapez ABCD, CAT, FIP, FIP, et alors là, vous avez des PDF à n'en plus pouvoir. Il faut les relire plusieurs fois pour que ça rentre dans la tête. Pardon ? ABCD, FIP. ABCD, plus loin FIP, c'est le nom c'est la PIF, mais en anglais. Et puis là, vous avez les approches diagnostiques. Vous avez des PDF bien faits, mais encore une fois, il faut mettre les lunettes et il faut les répéter plusieurs fois dans la lecture. Donc si on revient sur cette forme sèche et sur le biomarqueur inflammatoire dont je vous parlais, c'est-à-dire ce dosage juste pour ceux qui connaissent peut-être la protéine C-réactive, c'est une protéine de l'inflammation au même titre que celle-ci. Aujourd'hui, on sait que c'est une protéine qui est donc positive et majeure. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que quand on a un chat qui a une inflammation, eh bien, c'est une protéine qui va beaucoup monter et très vite. C'est pour ça qu'elle est positive. Positive, c'est qu'il y a de l'inflammation, ça monte, et majeure, ça monte beaucoup. Donc, on a des amplitudes d'augmentation de cette protéine inflammatoire importantes, et c'est le foie qui fabrique ça. Je vais vous présenter 2 articles très récents autour de cette protéine de l'inflammation chez des chats ayant une péritonite infectieuse féline. Donc on a la première ici, qui sont 54 chats qui ont une péritonite infectieuse féline, et je veux quand même préciser que 52 ont de l'épanchement. Et je vous ai dit, quand on a de l'épanchement, ce n'est pas la difficulté diagnostique qu'on a. D'accord ? Donc on voudrait plus avoir le biomarqueur évalué sur les formes qu'on a plus de difficultés à diagnostiquer. Mais en tout cas, sur ces 50 cas de chats PIF, je ne sais pas si on voit ma souris. Vous avez les PIF qui sont ici. Et vous avez en groupe contrôle les animaux qui n'ont pas la PIF et sur lesquels on voit un petit peu l'augmentation de cette protéine de l'inflammation. Vous avez des chats malades, vraiment malades de beaucoup de choses. Parfois des maladies bactériennes, parfois des maladies juste inflammatoires, parfois des maladies tumorales. Et puis vous avez les chats sains. Vous voyez que ce qu'on peut dire, c'est que les boîtes à moustaches, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a ici la médiane. 50% des animaux ont une valeur qui est à cet endroit-là.
Et puis on a effectivement ici 75% des animaux qui sont représentés dans cette boîte à moustaches. Donc ce qu'on peut dire, c'est que finalement, le recouvrement de l'AGP, pas beaucoup de recouvrement par rapport aux chats malades non PIF. Néanmoins, là, vous avez effectivement un petit pourcentage de chats pour lequel l'AGP est proche de l'AGP des chats à PIF. Et quand on regarde dans l'étude et qu'on épluche les dossiers de ces animaux-là, on se rend compte que c'est des animaux pour lesquels il y a un épanchement, mais c'est un épanchement bactérien, ce n'est pas un épanchement lié à la péritonite infectieuse féline. Donc on va dire qu'il y a quand même ce recouvrement qui fait que l'AGP n'est peut-être pas si spécifique qu'on le disait autrefois. Et là où je voulais attirer votre attention aussi, c'est que finalement, il y a des chats à PIF, je ne sais pas, on le voit très très mal, mais on a une petite bande grise ici. Cette petite bande grise, c'est les valeurs normales de l'AGP. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des petites minorités de chats qui ont une AGP qui est normale, alors même qu'ils ont une péritonite infectieuse féline. Et ça, dans la réalité, on en a vu, nous aussi ici, c'est-à-dire des chats qui ont une péritonite infectieuse féline de forme neurologique, pour lequel tout porte à croire que c'est une péritonite infectieuse féline. On fait l'AGP en imaginant qu'elle va être élevée et que ça va nous orienter. On va peut-être éviter d'avoir besoin de ponctionner du liquide cérébrospinal et elle revient normale. Donc elle ne va pas forcément nous aider toujours dans ces situations-là. Donc attention aux défauts de sensibilité, ces petits chats-là qui ont finalement une AGP dans les normes, et au recouvrement avec des chats qui ont des épanchements, mais des épanchements bactériens, et ce n'est pas du tout une péritonite infectieuse féline. C'est la même remarque ici, c'est vraiment deux études publiées dans la même année avec un petit peu le même design et un petit peu les mêmes résultats. Vous avez des chats à péritonite infectieuse féline ici, il y en a une vingtaine, et vous avez des chats qui n'ont pas la PIF de l'autre côté, il y en a à peu près une quinzaine. Et vous voyez que de nouveau, c'est la même interprétation des boîtes à moustaches, et vous voyez qu'ici, on a même les individus qui sont signalés par des petits points. Vous voyez que les chats qui n'ont pas la PIF ici, il y en a 4 qui ont des valeurs d'AGP qui sont assez similaires aux chats qui ont une péritonite infectieuse féline. Donc ces recouvrements-là font que ce n'est pas une protéine si spécifique comme ça a été le cas dans la littérature ancienne. Avant que ce soit un dosage qui soit possible dans les laboratoires, on disait beaucoup une AGP très haute, c'est une péritonite infectieuse féline, ça s'arrête pas, enfin voilà, ça s'arrête là. Et donc on voit que finalement sur des études très récentes, il faut rester un tout petit peu prudent sur l'interprétation de ce dosage-là. Donc ce qu'on trouve dans la littérature, c'est que quand on utilise des seuils très importants, la protéine, cette protéine-là, la valeur normale, c'est à peu près 500 microgrammes par ml. Quand on prend un seuil d'à peu près 3000, on se rend compte que c'est très spécifique pour une péritonite infectieuse féline. Par contre, ce n'est pas très sensible. C'est-à-dire qu'il y a 60% des individus de chats qui ont une péritonite infectieuse féline et qui ont cette valeur qui est au-dessus de ce seuil-là, mais ça veut dire que je passe à côté de quasiment la moitié des cas de PIF. Donc, ce n'est pas si sensible et il peut y avoir des petits défauts de spécificité. Donc finalement, cette protéine de l'inflammation, on en disait beaucoup avant ces deux publications-là. On y revient maintenant en disant que c'est effectivement très complémentaire. Ça renforce votre suspicion, mais attention au danger. Si vous pensez très fort à une péritonite infectieuse féline, mais que cette protéine revient normale, en fait, c'est votre suspicion qui prévaut à nouveau, parce que sur certaines formes sèches, certaines formes neurologiques, on pourrait avoir une valeur qui soit normale. C'est probablement pas une protéine très précoce, donc il faut aussi se méfier de ça. Et si jamais effectivement on est sur un épanchement septique, on peut avoir vraiment une présentation qui mime une péritonite infectieuse féline, un jeune chat qui a de la fièvre, qui a de l'épanchement avec des difficultés respiratoires. Si je ne vais pas prélever cet épanchement-là, je peux me faire avoir si je ne regarde que la protéine de l'inflammation. Si on fait un point maintenant sur le traitement, vous le savez, ça c'est un screenshot de la semaine vétérinaire qui a été publiée au mois d'août, en plein été de tout le monde, mais il fallait encore pouvoir avoir cet article-là, qui parlait de la présentation magistrale de la pharmacie Delpech. Dans le premier temps, ça a été une pâte orale que vous connaissez peut-être déjà, avec des clics, donc une pâte orale qui sortait avec ce dispositif-là. Et puis depuis, ils ont aussi sorti un sirop, une suspension buvable. Peu de temps après, au mois de novembre, c'est France Prep, donc la grande pharmacie également spécialiste de la préparation magistrale basée à Marseille, qui délivre maintenant sur ordonnance la même solution quasiment en suspension buvable. Donc pratiquement, comment ça se passe ? Tout simplement, on sait qu'aujourd'hui, cette préparation magistrale, elle nous permet d'être légale dans l'utilisation de ce GS, ce qui n'était pas le cas depuis 2019. Entre 2019 et 2024, c'était l'utilisation de produits, on va dire, sur le marché noir avec des délivrances un peu particulières. Ça reste évidemment coûteux. Delpech estime que pour un chat de 4 kg, 84 jours de traitement correspondent à peu près entre 1000 et 1200 €. Il faut juste une ordonnance vétérinaire. Il y a une livraison à domicile qui est possible, mais attention à la péremption, c'est-à-dire que normalement,
en tout cas, pour ce qui est du clic et de la pâte orale, on est plutôt sur 35 jours de péremption, enfin d'utilisation. Autrefois, avant cette préparation magistrale, les dosages publiés étaient très variables. L'étude historique autour de cet antiviral, ça correspondait à 4 mg par kilo de chat. Aujourd'hui, on ne fait rien en dessous de 15 mg par kilo. Donc ces suspensions-là, elles sont essentiellement réfléchies pour qu'une dose corresponde à 15 mg par kilo de chat. Et on monte un peu ce dosage-là si jamais on est sur des formes oculaires ou sur des formes neurologiques. On va passer de 15 à 22 mg par kilo. Ce qu'on sait, c'est que globalement, quand on fait la synthèse des résultats publiés, sachant que chronologiquement, on a commencé à monter les dosages, les posologies de cet antiviral, aujourd'hui, si on fait un état des lieux, on est plutôt entre 85 et 100% de survie en fonction des publications, et on est jusqu'à 10-12% de rechute, mais ça, c'était les publications initiales où probablement le traitement n'était peut-être pas au dosage maximal. On n'a pas complètement identifié des facteurs pronostiques. Les études précédentes, un peu anciennes, quand je dis anciennes, c'est 2019, donc ce n'est pas si ancien que ça, mais quand on utilisait des doses plus faibles, ces facteurs pronostiques, peut-être qu'ils ne se répètent pas, peut-être qu'ils ne se vérifient pas quand on utilise les plus fortes doses. Ce qu'on sait en tout cas, c'est qu'entre cette forme orale légalement disponible versus les formes sous-cutanées qui sont encore possibles d'approvisionnement via le marché noir, il n'y a pas d'évidence comme quoi il y a une forme supérieure à une autre. Même sur des formes digestives où on pourrait dire l'animal n'absorbe pas forcément une suspension orale, c'est vraiment pas vérifié. Il n'y a pas de supériorité non plus entre ce GS qui aujourd'hui est disponible pour nous versus le remdesivir qui n'est pas vraiment disponible, ou encore d'autres publications autour d'un autre antiviral. Donc remdesivir et molnupiravir, c'est deux antiviraux qui sont proches du GS, qu'on trouve sur Vidal, mais qui ne sont pas accessibles aux vétérinaires. Aujourd'hui, les publications ne montrent pas que le GS est moins bien que cela, donc on continue avec le GS autant de temps que possible. Ce qu'on ne sait pas maintenant, c'est est-ce qu'on pourrait s'affranchir d'un traitement aussi long. Vous savez que c'est 84 jours. Il est possible que finalement, on ait peut-être besoin finalement de moins longtemps. Il y a une étude qui semble dire que la moitié de ce temps-là, 42 jours, pourrait suffire chez les chats ayant une péritonite infectieuse féline. C'est une étude prospective, c'est-à-dire qu'elle a inclus les chats, elle les a suivis assez longtemps, et puis elle a alicoté ces chats-là de manière assez... le design scientifique, il est plutôt bon, il n'y a qu'une étude qui le vérifie. Comment est-ce qu'on fait le suivi? Alors le suivi... c'est surtout un suivi clinique finalement. L'animal va mieux, la température, le poids. C'est un suivi biologique. On sait qu'à l'examen sanguin, on peut avoir des variations sur les globulines et puis sur l'AGP. Elle va nous servir ensuite pour faire le suivi du chat sous traitement. En revanche, ça ne sert à rien de faire un suivi d'anticorps. C'est-à-dire que ces chats qui ont une péritonite infectieuse féline, vous leur donnez un traitement, ils gardent des anticorps pendant encore longtemps après. Donc, ce n'est pas vraiment un moyen de les suivre. Et c'est un traitement qui a quand même été... sur lequel on a déjà rapporté des effets secondaires. Ces effets secondaires, c'est des effets secondaires plutôt sanguins, pas grand-chose, des petites augmentations des enzymes hépatiques, des petites modifications sur les globules blancs, rien de très grave. En revanche, il y a des descriptions de cristaux et de calculs de GS dans des urtères ou dans des vessies de chat. Donc c'est pour le moment très ponctuellement décrit, mais faut quand même le connaître si jamais il y a des soucis sur le tractus urinaire de chat éventuellement traités. Je voulais juste en profiter pour vous rappeler que l'utilisation du GS, ce n'est pas un diagnostic thérapeutique. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je suspecte très fortement la PIF et que globalement, j'ai fait ou pas une démarche correcte ou suffisante. Et si jamais les résultats ne sont pas positifs et en faveur de ma suspicion, je me dis, je vais mettre du GS et je vais voir si l'animal répond. Et si ça répond, c'est que c'est une péritonite infectieuse féline. Il ne faut pas trop agir comme ça. Pourquoi? Parce que finalement, ce GS, on est bien content, il fonctionne. Et si jamais on a ce réflexe-là d'utiliser le GS en diagnostic thérapeutique alors que le diagnostic n'est pas vraiment définitif, on risque éventuellement de sélectionner des souches virales résistantes et du coup de se tirer un peu une balle dans le pied, c'est-à-dire que dans quelques années, si on mésuse du GS, d'avoir effectivement des souches qui à un moment donné ne seront plus sensibles et avec des chats qui répondront plus aussi bien au GS. Donc pas vraiment un diagnostic thérapeutique, il faut un diagnostic vraiment de certitude avant de l'utiliser et on ne l'utilise pas non plus sur des collectivités de chats qui seraient un peu ennuyées avec le coronavirus entérique, des chats très excréteurs dans une collectivité, en se disant est-ce que le GS pourrait réduire l'excrétion et donc la diffusion, la présence de ce coronavirus dans la collectivité.
activité. Il y a une publication qui dit que oui, ça fonctionne, mais la communauté scientifique ne veut surtout pas qu'on l'utilise dans cette situation-là, parce que de nouveau, ce serait de sélectionner des souches résistantes. Donc, comment assurer le suivi pour un animal qui est sous GS? Je vous l'ai dit, c'est clinique, c'est des prises de sang essentiellement, regarder les globulines, regarder l'hémogramme, donc les globules blancs essentiellement, et puis on va utiliser aussi la protéine de l'inflammation dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'AGP. Donc ça, c'est des études un peu larges qui vous rappellent finalement, ici, dans tous les diagrammes là, ce sont l'ensemble des chats qui sont suivis à partir du début du traitement. Le premier diagramme, tout en haut, vous rapporte le poids. Donc vous voyez que finalement, le poids, il est un peu stable dans les, on va dire, 10 premiers jours. Et à partir de 10-14 jours, le poids commence à décoller. Et vous voyez qu'à 14 jours, le poids est significativement plus haut qu'à l'admission. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La température, sont des chats qui ont de la fièvre à T0. La température, c'est ce qui évolue le plus rapidement possible. En 3-4 jours, en général, l'animal n'a plus de fièvre. Donc ça, c'est une bonne chose parce que qui dit plus de fièvre dit un animal qui est beaucoup mieux, qui mange et qui n'est plus léthargique. Et pour ce qui est de l'épanchement, sur les cas à épanchement, en général, la résolution complète de l'épanchement peut demander jusqu'à 3 semaines. Mais déjà, au bout d'une semaine, on peut avoir une nette diminution de l'épanchement. Et là, de nouveau, un animal qui est beaucoup mieux parce que moins gêné par cette quantité d'épanchement. Attention, l'échographie, elle nous aide beaucoup dans les formes sèches, en particulier pour aller regarder les ganglions, les formes digestives des péritonites infectieuses félines. En revanche, ce qu'on voit sur des chats qui ont une pif sèche avec des gros ganglions abdominaux, quand on les suit sous GS avec des échographies de contrôle, on se rend compte que ces ganglions, ils régressent pas vraiment. Alors que quand on les prélève et qu'on refait des PCR sur ces ganglions, il n'y a plus de traces du virus. En revanche, c'est des chats qui gardent encore des gros ganglions. Ça, c'est probablement en lien avec leur âge, mais on ne s'attend pas à avoir des résolutions complètes de l'adénopathie, c'est-à-dire de ces gros ganglions abdominaux. Le suivi biologique, maintenant, vous voyez que ce qui va s'améliorer très rapidement dès 14 jours, c'est le rapport albumine sur globuline. Donc là, c'est vraiment mon examen biochimique standard qui m'est utile, où finalement l'albumine va monter, les globulines vont descendre. Donc ce ratio-là, il va commencer à se normaliser dès 14 jours. Ce qu'on sait par contre, c'est que l'électrophorèse des protéines, elle nous importe pas grand-chose. On voit comme ça ce pic en globuline qui est un petit peu tronqué ici. Et globalement, c'est un profil qui est proche de la normale, mais qui n'est pas vraiment quantitatif. C'est juste un tracé, c'est un peu figuratif. Donc ça ne nous aide pas beaucoup. Et je vous ai dit, l'évolution du titre sérologique ne nous aide pas parce qu'il y a des chats qui vont rester très hauts. Il y a des chats qui, sous traitement, vont même un peu monter en anticorps. Globalement, le titre sérologique, absolument inutile sur un chat en termes de suivi. Donc, je vous l'ai dit, en termes de biologie, au bout de 2 semaines, les protéines totales, essentiellement les globulines, vont se normaliser. Et puis, il y a beaucoup de chats qui ont la bilirubine un peu haute, ce pigment jaune produit par le foie. Et donc, en 2 semaines, pareil, c'est un paramètre qui va se normaliser. La formule rouge, ce sont des chats qui sont souvent anémiés au moment du diagnostic. Ça met un peu plus de temps à se normaliser, puisqu'il faut que la moelle osseuse reprenne un petit peu son activité. Donc plus tardivement, ça veut dire qu'en général, au bout de 3-4 semaines, on voit que l'hémogramme, les globules rouges, les globules blancs, tout ça se normalise. Je vous ai dit, sous traitement, parfois, on peut avoir des petites modifications. Donc, il ne faut pas être inquiet. Mais quand on fait ces suivis de prise de sang, un chat qui est sous traitement, il peut voir les lymphocytes un peu monter, les éosinophiles un peu monter. Ça, c'est le fait du traitement. Et quand vous arrêtez le traitement, vous voyez que ces anomalies-là vont se normaliser. L'AGP, maintenant, je vous en ai parlé au moment du diagnostic en vous disant attention, prudence, si elle est normale, le chat peut avoir une PIF. Si elle est anormale, ça peut ne pas être aussi une PIF. Mais lorsqu'elle était anormale à T0 et que vous aviez confirmé que c'était une péritonite infectieuse féline, vous pouvez vous en servir pour ensuite adapter un peu la durée du traitement. Ce qui est un peu nouveau aujourd'hui, qui n'est pas encore publié, mais ce qui se dit en tout cas dans la communauté scientifique, c'est que dès l'instant que cette AGP est modifiée haute à T0, on peut aller séquentiellement la redoser et on s'attend à ce qu'elle soit normale entre 7 et 28 jours. Donc c'est évidemment large comme intervalle de temps, mais pour se dire que ça met un peu de temps, évidemment, en fonction de la gravité de l'inflammation chez ces chats-là. Mais dès l'instant qu'on a une AGP normale, une concentration, un dosage d'AGP normalisé sur un chat sous traitement, on répète ce dosage-là à 15 jours. Et lorsqu'on a 2 prises de sang avec une AGP normalisée, probablement qu'il est temps d'arrêter le traitement, qu'on peut arrêter le traitement sans craindre des rechutes. Donc c'est probablement ce qui se dessine là dans les futurs mois, c'est de se positionner essentiellement sur ce suivi-là quand on veut faire des suivis biologiques et de se dire que si on a 2 mesures de cette protéine de l'inflammation qui sont
égale à l'intervalle de référence, probablement qu'on peut être serein pour arrêter le traitement. Pourquoi est-ce qu'un traitement plus court, c'est intéressant? C'est moins coûteux, déjà. Et puis, c'est comme pour l'usage des antibiotiques, une durée d'antibiothérapie plus courte, d'un point de vue sélection de souches résistantes, c'est toujours mieux. Donc, c'est un peu l'idée, c'est de favoriser le bon usage du GS en essayant de limiter sa durée. Ce n'est pas encore publié, mais globalement, c'est un petit peu la philosophie actuelle. Et pour finir, je voulais vous parler du variant chypriote qui a commencé à sévir en 2023. Donc, ce que vous savez, c'est que Chypre est une île en plein milieu de la Méditerranée qui a été concernée essentiellement à partir de janvier 2023 par une très nette augmentation de la prévalence des chats présentant une péritonite infectieuse féline. Lorsqu'on essaye de chercher le nombre de chats décédés, on tombe sur des valeurs très disparates. Je pense que c'est très difficile pour eux d'identifier le nombre exact parce que ça a concerné aussi beaucoup de chats errants, donc non identifiés, des chats qui n'appartenaient pas à des propriétaires. Donc globalement, ce qu'on retrouve le plus souvent, c'est à peu près 8000 décès d'un variant qui est un petit peu différent et qui probablement serait le résultat d'une recombinaison avec un coronavirus canin un peu pas méchant, enfin un peu pas gentil, un peu méchant, très contagieux, c'est possible, et on s'est posé la question de savoir si cette souche-là n'était pas directement contagieuse, et c'est-à-dire qu'un chat pif pouvait transmettre la pif de manière pas horizontale, pas si simple que ça, mais peut-être que cette souche serait directement pathogène, ce qui n'est pas le cas pour ce que je vous ai raconté avant, c'est-à-dire qu'on a besoin d'une mutation et puis d'une balance avec le système immunitaire. Bref, cette chose-là nous a un petit peu ennuyés. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de formes neurologiques décrites dans cet épisode aussi. Donc, c'est la forme la plus compliquée à diagnostiquer et peut-être même celle qui répond peut-être le moins à l'antiviral, ce qui est à l'origine de l'ensemble de ces décès. Et là où ça nous importe, c'est qu'en fait, il y a un cas importé en Angleterre, donc d'un chat chypriote importé en Angleterre qui a effectivement développé la péritonite infectieuse féline. Donc, de rester prudent un petit peu avec les échanges qu'on pourrait avoir et les imports de chats venant de Chypre. Donc pour finir, vous aurez compris que c'est toujours d'actualité la combinaison des examens complémentaires avant de pouvoir valider avec quasi-certitude un diagnostic définitif de péritonite infectieuse féline. C'est surtout l'outil qui nous est le plus utile, évidemment, en clinique, c'est l'ART-PCR quantitative. J'insiste, c'est vrai que je ne l'ai pas dit assez tout à l'heure, c'est quantitatif, c'est mieux, parce que qualitatif, on n'a aucune idée de la charge virale. Et dès l'instant que c'est quantitatif, on se doute bien que plus c'est élevé, plus il y a effectivement une conclusion de péritonite infectieuse féline qui est possible. L'AGP, la protéine de l'inflammation, donc l'AGP, encore une fois, c'est l'anagramme pour glycoprotéine acide alpha 1. Elle est dosable donc dans 2 laboratoires à partir de la France. On fait attention quand même à la sensibilité et à la spécificité. C'est imparfait, c'est utile, mais c'est en complément évidemment du reste et pas en unique considération. Vous avez été au courant de la révolution thérapeutique et surtout de sa légalité, et ça nous a quand même beaucoup soulagé la vie. Et cette AGP, on peut l'inclure si elle est anormale à T0 dans le cadre du suivi de ces chats traités. Et puis un petit rappel donc sur Chypre, et attention donc au mouvement des animaux qui pourraient éventuellement venir de cette île-là. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Alors, on accorde, pour ceux qui auraient des questions à poser à Morgane, de lever la main et on va amener un micro. Juste pour information, on enregistre le symposium de sorte que ces conférences soient disponibles sur le site internet du Louvre pour être consultées pour ceux qui n'ont pas pu venir. Peut-être pour ceux aussi qui n'ont pas encore tout noté, toutes les informations qui ont été communiquées. Oui, bonjour, Françoise Supato, éleveuse de Maine Coon. Vous parlez de Remdesivir et de GS, mais pour le grand public, c'est un peu... voilà, qu'est-ce que c'est le GS, par exemple? Donc, le GS, c'est 2 molécules antivirales. Et donc, c'est juste qu'il y en a un, c'est le petit copain de l'autre. Donc, ils fonctionnent de la même façon. Mais comment ils fonctionnent, c'est ça? Ah, comment ils fonctionnent? Alors, pour rentrer dans le détail, ce sont des analogues de nucléosides. Alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand je fais de l'ADN ou de l'ARN, j'ai besoin de petites molécules, de petites briques. Ces briques-là, c'est des nucléosides.
Et donc, ces antiviraux, ils viennent remplacer ces nucléosides, c'est des analogues de ça. Donc, ils remplacent en fait les petites briques, et en remplaçant les petites briques, ils arrêtent tout ce qui va être réplication d'ARN ou réplication d'ADN. Donc, en gros, c'est jouer vraiment sur le métabolisme de l'ARN ou de l'ADN de ces virus. Et donc, c'est un analogue de nucléoside, c'est un antiviral spécifique du coronavirus, des coronavirus. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Devant, ici, Lisa. Quelle est la durée de vie du virus en dehors d'un animal? Il y a une virologue ici. Est-ce que la virologue pourrait répondre? Donc, ce qu'on sait du coronavirus entérique félin, je parle du coronavirus entérique félin, ça peut être vraiment plusieurs semaines en collectivité, dans des selles un peu molles, c'est des conditions voilà, entre température et humidité. Un coronavirus entérique peut vraiment survivre longtemps. C'est un peu contre-intuitif parce que c'est un virus qui est enveloppé, donc on pourrait imaginer qu'il n'est pas vraiment résistant, mais il peut résister. Un virus de pif, on ne sait pas parce que normalement l'animal n'excrète pas du virus de pif. Donc un virus de pif dans une culture cellulaire de laboratoire, si on lui apporte ce qu'il faut, il peut survivre longtemps. Et des fois, on a des études in vitro avant d'arriver à ces études-là de GS. Il y a d'autres médicaments qui ont été testés sur des cultures virales qu'on a cultivées. Mais le virus de pif, dans l'extérieur, je ne sais pas si on a une idée de ça. En tout cas, le coronavirus entérique, c'est bien le problème en collectivité. C'est qu'en fait, quand j'ai des chats excréteurs, des gros réservoirs, ils en sortent des grandes quantités dans les selles. Et puis, du coup, ça contamine un petit peu tout, les gamètes, etc. La thèse dont je vous ai parlé, je ne sais pas si on peut revenir sur la présentation, la thèse dont j'ai parlé, Isoline Quano, en 2022, là, sur l'exposition des élevages au coronavirus. La thèse se terminait par des petites recommandations, justement, et je vous les avais mises à la fin pour vraiment vous donner envie de lire cette thèse. Voilà, je ne sais pas si on peut, peut-être mettre ça. Non ? On contrôle, il y a une base de contrôle à ma place. Ouais, diaporama, parfait. Et donc c'est la dernière. Donc, le mieux pour réduire l'exposition d'un coronavirus entérique, il y a plusieurs actions. Déjà, c'est réduire le nombre de chats par groupe, faire attention à l'hygiène des litières. Ouais, encore après, faire attention à l'hygiène des litières et essayer d'identifier les excréteurs, parce que ce sont eux, pas les personnes à abattre, mais les chats qu'il faut peut-être un peu sortir de la collectivité. Donc, je vous avais mis ces deux diapositives-là donc pour réduire un petit peu la circulation du virus entérique. Donc, sur soit des tests à l'introduction, les dépistages des excréteurs, l'ennui de dépister les excréteurs. C'est simple si je fais juste une RT-PCR sur un chat. Mais en fait, le problème, c'est que l'excrétion, elle peut être intermittente. Donc, en fait, il ne se suffirait pas d'avoir une RT-PCR sur un chat adulte de collectivité qui soit négative en me disant c'est bon, il n'excrète pas. Bah oui, en fait, il faudrait répéter ça une semaine après ou un mois après parce qu'en fait, son excrétion, elle peut être vraiment en dents de scie. Donc, c'est la complexité, c'est que ça coûte cher au final. Et c'est difficile de se dire, je fais des RT-PCR sur des poules de selles. C'est-à-dire que si je prends 4 adultes, ils sont en collectivité, et je prends un mélange de ces 4 selles-là, je diminue ma sensibilité. Donc il y avait cette première diapositive-là, donc l'organisation des locaux, je vous avais dit réduire le nombre de lots, la désinfection des locaux, mais essentiellement le nombre de litières et la désinfection des litières. Ce qu'on sait, c'est que, on l'a dit, ça résiste assez bien dans les selles. Mais si on élimine les selles 2 fois par jour, probablement que c'est des conditions d'hygiène à peu près acceptables. Et l'autre diapositive, c'était finalement quand j'ai identifié des excréteurs, vaut mieux les mettre de côté. On pourrait aussi dépister les anticorps, parce qu'en général, ceux qui sont très séropositifs, ils sont très excréteurs. Mais ce n'est pas si linéaire que ça, donc vaut mieux, en tout cas, s'il faut mettre des sous dans une identification et dans des examens, c'est plutôt dans la RT-PCR. Et on voit aussi dans la littérature que d'avoir des mariages de reproducteurs qui ont donné des chatons avec une péritonite infectieuse féline, c'est mieux d'écarter ces reproducteurs-là, d'essayer d'identifier lequel des 2 parents est peut-être concerné, mais en tout cas d'essayer de mettre de côté ceux pour lesquels la descendance a donné des chatons à pif.
Merci. Il y avait une question derrière, là? Non, c'est bon? Ah, d'accord. Alors, il va falloir grimper, je pense, Lisa. Que peut-on penser, que doit-on faire avec un chat qui a eu la PIF, qui en a guéri, reproducteur ou non? Mais non, mais je sais, il y a plein de gens qui demandent ça. Alors, s'il vous plaît, vous nous dites pourquoi, comment, merci. On ne trouve pas forcément la discussion de manière très évidente dans la littérature scientifique. Mais on se dit que ce qu'on trouve le plus, c'est ça, écarter des reproducteurs dont la descendance a donné des cas de PIF. Donc on peut imaginer que par liaison et par conséquence, un chat qui a eu lui-même la PIF, peut-être que ce n'est pas forcément un bon reproducteur. C'est compliqué parce que la prédisposition à faire une péritonite infectieuse féline, elle est évidemment multifactorielle. Est-ce que la génétique est en cause? C'est très débattu, mais probablement que c'est quand même un risque à prendre. Et le chiffrer, je suis incapable de vous chiffrer le risque qu'il donne lui-même. Ça, on ne le sait pas. On sait juste que peut-être qu'il a de la génétique qui lui a favorisé son infection, c'est possible. Est-ce que le fait de le remettre à la reproduction pourrait être un stress qui favorise une rechute? J'en sais rien, la question, on peut la poser aussi. Donc, pour toute cette raison-là, je pense qu'on est beaucoup à se dire que c'est un risque, mais on ne sait pas le chiffrer. On va prendre une dernière question éventuellement. J'avais une question par rapport aux excréteurs. Je voulais savoir si c'était des chats qui étaient en diarrhée, par exemple. Pas forcément. Ah non, non, non. Oui, c'est important de le signaler. Ça peut être des excréteurs avec des selles parfaitement normales. Le coronavirus entérique félin, il passe le plus souvent inaperçu. Sur des jeunes chatons, il peut occasionner une diarrhée, mais ça va ressembler vraiment à une gastro-entérite bénigne qui va être vraiment très passagère et qui va être autorésolutive dans la majorité des cas. Donc, ce n'est pas forcément de la diarrhée. Et j'ai des cas, par exemple, sur des chatons vers la diversification un petit peu après, on va dire entre 6 et 8 semaines, qui partent en diarrhée comme ça pendant une semaine. Et quand je fais une copro, il n'y a rien du tout. Donc, est-ce que ça peut être une suspicion de chats qui... Si c'est autant de chats, non, c'est peu probable. C'est plus ou alimentaire ou parasitaire, mais probablement pas coronavirus. Ça ne serait pas les anticorps qui baissent et les mamans qui, par exemple... Il y a peu de chance. Maintenant, le mieux du mieux, c'est d'essayer d'identifier les mamans et d'aller voir si les mamans sont excrétrices, mais c'est peu probable. Je ne pense pas. Merci. Merci beaucoup. Encore une, mais on a... 3 minutes. Même pas. Même pas. 2. On fait le sport, là. Ils sont pas faciles, ces escaliers, en plus. Bonjour, je m'appelle Brahim. J'avais juste une question par rapport, justement, est-ce qu'il y a des chats au niveau des lignées plus sensibles que d'autres? Donc ça, c'est plutôt débattu. C'est-à-dire qu'il y a 2 études en 2014 qui ont essayé d'identifier s'il n'y avait pas justement des groupes de gènes plus retrouvés sur des chats qui auraient donné la péritonite infectieuse féline. C'est 2 études japonaises. Et en fait, ça a été plusieurs années plus tard, globalement 5 ou 6 ans plus tard, vraiment débattu. Et globalement, on ne retrouve pas de groupe de gènes ou d'association de gènes qui favorisent un chat plutôt qu'un autre, parce que c'est évidemment multifactoriel. Le fait que le virus mute, c'est le fait qu'il y ait du stress environnemental, la malnutrition, peut-être des co-infections de pathogènes. Et puis, finalement, c'est aussi un peu l'action de l'hôte avec son système immunitaire qui n'est pas forcément bien adapté. Mais c'est un mélange de plein de choses. Il ne faudrait pas avoir comme seule solution d'aller regarder la génétique, parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais le système immunitaire n'a rien à voir avec la génétique, alors? C'est 2 choses différentes? Pas forcément, oui, pas forcément. C'est vrai qu'on peut avoir des maladies immunitaires en lien avec, on va dire, un patrimoine génétique, mais pas toujours. Enfin, c'est pas juste une relation linéaire. Eh bien, super. Très bien. Merci beaucoup pour votre attention. Bonne journée à vous. Merci beaucoup, Morgane Cannon.